Bienvenue. Bienvenue à cette conférence sur Caligula, la fabrication d'un mythe. Pourquoi? Donc évidemment, il s'agit de classes, comme vous l'aurez compris. Alors, pourquoi cet obscur Monsieur Chazal, puisque la plupart d'entre vous ne vont pas en cours, pourquoi ce Monsieur Chazal vous a-t-il réquisitionné 2 heures pour vous parler d'un certain Caligula? Eh bien, la raison est très simple, c'est que je suis venu un matin au lycée et j'ai décidé de poser la question à mes secondes. Savez-vous qui est Caligula? Que vous évoque ce personnage? Et tout de suite, j'ai un élève qui a levé la main, qui m'a répondu: moi, monsieur, je sais, c'est un men's club. Ici, à Mexico, le Caligula, c'est un men's club. Alors, s'il vous plaît. Quelques jours plus tard, évidemment, je passe devant, par hasard, je vous prie de le croire, et il existe bien Caligula, le men's club. La question est de savoir pourquoi cet empereur qui n'a régné que 3 ans et 10 mois est arrivé jusqu'à vous aujourd'hui dans votre environnement assez immédiat, ici à Mexico. Pourquoi cet empereur qui n'a régné que 3 ans et 10 mois, c'est insignifiant à l'échelle historique, puisque je vous rappelle que l'histoire de Rome s'étend sur 14 siècles. Pourquoi un empereur qui n'a régné que 3 ans et 10 mois a-t-il passé le cap de la postérité? On va partir d'une hypothèse très simple, c'est qu'il existe un mythe autour de ce personnage. Un mythe, on va entendre par mythe une représentation traditionnelle, idéalisée, mais qui est peut-être aussi fausse. Ça va être l'objet de cette conférence. Pourquoi le mythe Caligula? Pourquoi ce mythe? Comment s'est-il construit? Pourquoi est-il là? C'est parti. Je vais commencer par vous rappeler quelques détails biographiques sur Caligula. Son vrai nom, c'est Gaius César. Alors ça s'écrit avec un C, mais ça se prononce Gaius. Il est né en 12 après Jésus-Christ et mort en 41 après Jésus-Christ. C'est le fils d'un très grand général de l'époque qui s'appelle Germanicus. Germanicus est un personnage idéal du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un grand général de l'Empire romain. Il a été envoyé en Germanie. D'ailleurs, son nom vient de là, Germanicus. Il a été envoyé en Germanie car, à la mort du premier empereur de Rome, qui est Auguste, les légions de Germanie vont se rebeller. Parce que Auguste a désigné comme successeur un homme qui s'appelle Tibère, qui est aussi un grand général, mais qui n'est pas apprécié par tout le monde. Les légions de Germanie trouvent que Germanicus, qui est décrit dans les textes comme un empereur qui a une grande culture générale, un très bel homme, très beau physique, les légions de Germanie pensent que c'est Germanicus qui doit être empereur. Germanicus est envoyé en Germanie pour les calmer, et contre toute attente, il ne va pas prendre le pouvoir, alors qu'il aurait eu une occasion magnifique de le faire. Il va ramener le calme. Donc c'est un homme qui possède un grand sens moral. C'est un héros du 1er siècle. Tout le monde l'aime, les patriciens, le peuple. Alors je rappelle que les patriciens à Rome, ce sont les citoyens les plus riches, les aristocrates. Donc Caligula est le fils de ce grand homme. Ce tableau commence bien, pourrait-on dire, mais la suite va se ternir très vite, puisque Tibère, une fois empereur, envoie Germanicus en Orient, en Syrie. Là, comme d'habitude, a-t-on envie de dire, Germanicus accomplit un certain nombre de batailles, il gagne, il est victorieux. Mais il tombe gravement malade. Et on va très vite se douter que c'est Tibère, semblerait-il, c'est une thèse actuelle, on pense aujourd'hui que Tibère l'aurait fait empoisonner par jalousie personnelle. Car après la mort de Tibère, cette fois-ci, Germanicus avait toutes les chances de devenir empereur. Par l'intermédiaire donc du gouverneur de Syrie qui s'appelle Pison et de sa femme Plancine, Germanicus va se faire empoisonner. Caligula rentre à Rome, il retrouve sa famille, et sa famille qui pense que Tibère
a fait empoisonner le père, donc va connaître un sort tragique. Sa mère, qui s'appelle Agrippine l'aînée, il ne s'agit pas de la mère du Néron que vous connaissez, Agrippine l'aînée va se révolter contre Tibère, mais se révolter à son échelle, c'est-à-dire qu'elle va le critiquer ouvertement à haute voix. Tibère va donc la faire exiler sur une île qui s'appelle Pandataria, une petite île de la Méditerranée, et Agrippine va continuer à, elle va continuer à critiquer ouvertement Tibère, si bien que Tibère va ordonner à un centurion de la frapper, il va lui arracher un œil, et pour finir, Agrippine va décider de se laisser mourir de faim. Les frères de Caligula ne vont pas connaître un sort plus enviable. Les deux frères de Caligula s'appellent Néron. Alors, il ne s'agit toujours pas de l'empereur que vous connaissez. Néron et l'autre s'appelle Drusus. L'un va être exilé sur une île, Néron, sur l'île de Pontia. Il va se laisser mourir de faim également. Et l'autre, Drusus, va finir enfermé dans les prisons du palais impérial. On raconte même qu'il a essayé de dévorer son matelas puisqu'on l'a laissé mourir de faim. Donc vous voyez, la vie du jeune Caligula commence de façon très perturbée. Ce n'est pas terminé puisque Caligula va grandir, il va devenir adolescent et Tibère va demander à Caligula de le rejoindre sur une île. Il faut savoir que Tibère est dépeint comme un empereur tyrannique, l'un des premiers, le premier, si on considère qu'Auguste n'est pas un tyran, mais on va y revenir. Tibère est misanthrope, il n'aime pas la foule. Donc il va quitter Rome et s'exiler sur une île qui s'appelle Capri, que vous devez connaître, et il va demander à Caligula de le rejoindre. Cette île est décrite par les historiens comme un enfer. Pourquoi ? Parce que Tibère sombre dans la débauche, il se livre à des orgies sexuelles sur cette île, c'est une île de perdition. Donc Caligula grandit dans cette ambiance. Et il faut savoir que, à la mort de sa mère et de ses frères, Caligula, évidemment, ne peut pas exprimer ce qu'il ressent. Il ne peut pas pleurer, parce que s'il pleure, il montre qu'il est contre les décisions de son empereur Tibère. Donc Caligula, le jeune Caligula, très tôt, va intérioriser toute cette douleur et devoir dissimuler. Pour finir, Tibère vieillit et on pense qu'il va finir empoisonné par Caligula. Comme il tarde à mourir, Caligula l'aurait fait empoisonner avec l'aide d'un préfet du prétoire. Alors qu'est-ce qu'un préfet du prétoire ? C'est le commandant de la garde personnelle de l'empereur. La garde personnelle de l'empereur, on appelle la garde prétorienne. Donc Caligula va faire empoisonner Tibère probablement, on pense, on n'est jamais sûr, mais Tibère va mettre du temps à mourir, si bien que Caligula va l'étouffer sous des couvertures. C'est encore ce qu'on pense, des rumeurs. Évidemment, comme Tibère n'était pas aimé par le peuple, Caligula arrive au pouvoir en mars 37 après Jésus-Christ, et ça va être un jour de fête. Ce jour de l'avènement de Caligula va être assimilé à une nouvelle fondation de Rome. La foule l'aime, parce que la foule se rappelle qu'il est le fils du grand Germanicus. Donc, dès son arrivée au pouvoir, Caligula va bénéficier d'une aura positive. Il va être qualifié par la foule par des tournures comme son petit, la foule va l'appeler son petit, son nourrisson, son astre. C'est vous dire comme il était apprécié avant même qu'il ait commencé à régner. Et les premiers mois de règne, de fait, vont se passer très bien. Caligula est un empereur idéal. Il arrive au pouvoir, il est magnanime, il distribue de l'argent à la foule, il distribue de l'argent aux soldats, il fait preuve de piété, puisqu'il va jusqu'à l'île de Pandataria chercher les cendres de sa mère et les ramène à Rome. Donc c'est une vertu très appréciée des Romains, la piété, un attachement, un respect, une affection envers les membres de sa famille. Il va faire rappeler les condamnés et les exilés de Tibère à Rome. Tout se déroule très bien. Jusqu'en octobre 37. Les anciens nous racontent qu'en octobre 37, Caligula tombe gravement malade. On pense qu'il va mourir. Évidemment, la foule est complètement attristée puisqu'on se rappelle de ce qui est arrivé à Germanicus.
Et à partir donc de octobre 37 jusqu'à novembre 37, Caligula va tomber gravement malade et les anciens se plaisent à nous raconter qu'à partir de ce moment-là, son comportement va complètement changer. Pourquoi est-il tombé malade? On pense, les anciens pensent, que c'est sa femme de l'époque, Caesonia, qui est décrite comme une femme complètement débauchée, complètement lubrique, qui lui aurait fait prendre un filtre d'amour qui l'aurait rendu fou. On pense dans l'Antiquité que les produits destinés à exciter le sentiment amoureux rendent fou, provoquent la mania. Et donc, à partir de là, changement de règne complet. Puisque Caligula va ordonner des exécutions de façon gratuite, semblerait-il. Il oblige les pères à assister aux exécutions de leurs fils. Je vais vous montrer des extraits. Ce sera... Voilà un exemple. Caligula veut se débarrasser d'un sénateur. Désirant faire mettre en pièces un sénateur, il soudoya quelques-uns de ses collègues qui, tout d'un coup, à son entrée dans la curie c'est le lieu où se réunit le Sénat, à son entrée dans la curie, se précipitèrent sur lui en le traitant d'ennemi public et le transpercèrent de leurs poinçons, laissant aux autres le soin de le déchirer. Il ne fut rassasié qu'après avoir vu ses membres et ses entrailles traîner dans les rues, puis jetés en tas devant lui. Voilà l'ambiance qui commence à régner à l'époque. Autre extravagance, il entretint des relations incestueuses avec toutes ses sœurs. Caligula a 3 sœurs, Agrippine, Livilla et Drusilla. La dernière, Drusilla, il va en tomber fou amoureux, semblerait-il, et c'est avec elle qu'il va commettre le plus d'actes d'inceste, semblerait-il. Ça va pour tout le monde, l'inceste, avoir des relations sexuelles avec des membres de sa famille. Et devant tout le monde, à table, il les faisait placer tour à tour au-dessous de lui, tandis que sa femme se tenait au-dessus. Et, chose complètement folle, à Rome, Caligula se divinise de son vivant. Alors il faut savoir qu'à partir du premier empereur, qui est Auguste, Caligula est le 3e empereur, les empereurs sont divinisés à leur mort quand ils ont été jugés par le peuple et par le Sénat comme étant des bons empereurs. Auguste a été divinisé à sa mort, Tibère ne l'a pas été, puisqu'il a été considéré comme un empereur tyrannique, et Caligula, que fait-il pour régler le problème? Il se divinise de son vivant. C'est évidemment considéré comme un acte hautement blasphématoire, comme une profanation. Mais son entourage, lui ayant montré qu'il s'était élevé au-dessus des princes et des rois, dès ce moment, il s'arrogea la majesté des dieux. Ayant alors envoyé chercher en Grèce les statues de dieux les plus vénérées et les plus belles, entre autres celle de Jupiter Olympien, qui est le dieu des dieux, je vous rappelle, pour remplacer leur tête par la sienne, il fit prolonger jusqu'au forum une aile du Palatium, du Palatium. Alors, le Palatium, c'est la colline à Rome sur laquelle se trouve la résidence impériale. Et transformant en vestibule le temple de Castor et de Pollux, je rappelle que ce sont les fils de Jupiter, ce sont des dieux, il s'y tenait souvent au milieu de ses frères les dieux, et s'offrait parmi eux à l'adoration des visiteurs. Donc quand on lit les biographies, on a des scènes complètement folles où on nous décrit un Caligula qui est au milieu des statues des dieux et qui chuchote avec Jupiter, qui se dispute avec lui. Donc vous voyez que c'est très grave puisqu'il va jusqu'en Grèce chercher la statue de Jupiter Olympien. Alors la statue de Jupiter Olympien, ce n'est pas n'importe laquelle. À l'époque, c'est considéré comme une des 7 merveilles du monde antique. Elle a été sculptée par Phidias et c'est une statue chryséléphantine. Elle est en or et en ivoire. Caligula veut la ramener à Rome et remplacer sa tête par la sienne, ce qui est complètement fou. Et évidemment, alors les anciens nous racontent qu'il n'a pas réussi parce que le bateau destiné à transporter la statue a vécu un naufrage en pleine mer. Il s'est fait détruire par les vagues. Autre rumeur, autre relation historique, on nous dit que chaque fois que quelqu'un essayait de s'approcher de la statue, on entendait un grand éclat de rire. Donc, les anciens, déjà dans leur texte, vous voyez, veulent faire transparaître l'idée que Caligula
Caligula qui profane les dieux, qui insulte les dieux, qui est impie, ne peut pas réussir. Il y a déjà une condamnation morale à travers ces épisodes. Donc les extravagances se multiplient. Il faut savoir qu'il s'en prend à tout le monde, Caligula. Il s'en prend aux sénateurs, il les fait exécuter. Il s'en prend aux chevaliers. Les chevaliers, ce sont une classe d'aristocrates intermédiaires entre les sénateurs et le peuple. Il s'en prend aussi au peuple. Par exemple, il fait jeter des serpents en plein milieu de la foule parce que ça l'amuse. Donc évidemment, les gens se font piétiner, se font tuer, aucun problème. Autre chose, il est dans l'amphithéâtre pour les jeux du cirque, et à l'époque, on protégeait l'amphithéâtre du soleil par un voile qui s'appelle le velum. Il fait enlever le voile, et il oblige les spectateurs à rester dans l'amphithéâtre de manière à ce qu'ils soient gênés par le soleil. Voilà le personnage, voilà Caligula. Autre chose importante, il fait nommer son cheval consul. Alors le consul, je rappelle que c'est un peu le premier ministre de l'époque. Sous la République, c'était le plus haut magistrat. C'était lui qui gouvernait Rome, avec le Sénat. Sous l'Empire, le consul existe encore, mais ce n'est plus qu'une charge honorifique, puisque c'est l'empereur qui détient tous les pouvoirs. On va y revenir. Et enfin, il y a de nombreuses autres extravagances, je ne vous les raconte pas tous, pas toutes, mais Caligula fait faire un pont de bateau dans la digue, entre la digue de Pouzzoles et le port de Bailly. Donc c'est une espèce de crique, et il fait faire un pont de bateau de plus d'1 kilomètre. Il réquisitionne des bateaux, il en fait même construire pour l'occasion, et il les fait aligner les uns à côté des autres. Tout ça pourquoi ? Pour, pendant 2 jours, le traverser à cheval, vêtu en conquérant oriental. Alors, il faut savoir que ce genre d'amusement coûte cher, puisque cette réquisition de bateaux a quand même réussi à provoquer une famine à Rome et dans toute l'Italie. On va revenir donc sur ces différentes extravagances. Première remarque. Caligula, alors bien sûr, Caligula va mourir assassiné. Il va y avoir 3 conspirations pendant son règne. La dernière va réussir. Caligula a un tribun, c'est-à-dire un officier des cohortes prétoriennes, dont il n'arrête pas de se moquer. Il le traite de femme. Ce tribun s'appelle Chaereas. Il n'arrête pas de se moquer de lui, de le traiter de femme. Évidemment, ça va un peu l'énerver au bout d'un moment, comme vous pouvez le penser. Et finalement, en 41 après Jésus-Christ, donc après 3 ans et 10 mois de règne, Caligula assiste à un spectacle qui a pour thème les enfers. Sujet prémonitoire. Il se lève pour aller dîner. Il rencontre sous un portique quelques enfants nobles qui vont faire un spectacle en son honneur. Et par derrière, les conjurés, donc Chaereas et ses complices, arrivent et le frappent dans le cou, puis dans la poitrine. Caligula tombe, et cette scène est restée célèbre, puisque apparemment Caligula est tombé, il n'a pas appelé au secours, et pendant que tous les conjurés l'assènent de coups de poignard, il continue à crier « Je suis encore vivant ». Jusque dans la mort, Caligula défie les hommes et les dieux. Alors, on a plusieurs versions de cette mort. Certains disent que les conjurés l'ont frappé jusque dans les parties honteuses. C'est très symbolique. C'est par là qu'il a péché, puisque Caligula était un débauché, il était incestueux, il fréquentait les prostituées, etc. Et certains vont même jusqu'à dire, comme c'est un auteur qui s'appelle Dion Cassius, que les conjurés sont allés jusqu'à le dévorer, manger des parties de son corps. Donc c'est pour vous dire la violence et la haine que Caligula suscitait à la fin de sa vie. Première remarque, sur ce règne très court. On dit que Caligula est un tyran. Certes, oui. Son règne correspond à ce qu'on pourrait appeler, au sens ancien, une tyrannie. Petit rappel sur ce qu'est la tyrannie. Tyran vient du grec tyrannos. Ça désigne étymologiquement un souverain qui détient un pouvoir absolu. Un pouvoir absolu et arbitraire. Mais ce sens est neutre, étymologiquement. Zeus est un tyrannos. Vous avez peut-être étudié la pièce de Sophocle, Oedipe roi.
Le titre original, c'est Oedipus Tyrannos. Donc le sens du mot, étymologiquement, n'a pas de connotation péjorative, n'a pas de sens même péjoratif. Ce n'est qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la période de la Grèce classique, que la tyrannie va recouvrir des aspects négatifs. On va avoir à la tête des cités grecques des tyrans qui vont être violents, oppressifs et cruels. Donc, à l'époque de Caligula, tyran a déjà un sens négatif. Il faut savoir que pour ses contemporains, donc, Caligula est considéré comme un tyran. Sénèque, par exemple, que vous connaissez peut-être, Sénèque, qui sera plus tard le précepteur de Néron, Sénèque était un grand ennemi de Caligula. Caligula trouvait que son style était du sable sans chaud, donc c'est-à-dire qu'il n'avait aucun talent oratoire. Sénèque écrit un traité qui s'appelle De la colère, et il vous explique dans ce traité que la colère est un sentiment qu'il faut éviter. Sénèque est stoïcien, il est pour mettre les passions de côté et gouverner son corps et son esprit avec la raison. Il explique donc que la colère est un sentiment qu'il faut éviter, et il explique dans ce traité comment l'éviter. Or, dans les 3 livres de ce traité, le personnage qui est sans cesse évoqué, c'est Caligula. Caligula est un être qui est défini par la colère. La colère est le sentiment et le premier pas vers la cruauté, vers la folie, vers la débauche. Caligula est un sentiment qui n'existe que parce qu'il est en colère. Alors, voilà. La colère est un sentiment qui est contre la nature, qui est contre nature. La colère n'est point selon la nature de l'homme, nous dit Sénèque. Les animaux ne sont pas en colère pour Sénèque. Il fait la différence entre la colère et ce qu'il va appeler l'irascibilité. Quelqu'un qui est irascible, c'est quelqu'un qui a un caractère qui s'emporte facilement, qui est facilement irritable. Sénèque nous dit, oui, c'est vrai, certains disent que pour aller au champ de bataille, les guerriers doivent être en colère pour foncer l'épée à la main sur leurs ennemis. Sénèque dit non, ils ne doivent pas être en colère. Il distingue la colère du véritable courage qui est la prudence. Or, Caligula est sans cesse en colère. Alors, j'ai oublié de vous dire que cette phrase est restée célèbre. On a beaucoup de phrases de Caligula qui sont restées célèbres. Il avait fréquemment à la bouche ce mot d'une tragédie, qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent. Cette phrase va cristalliser la tyrannie, le caractère de Caligula. Sénèque donc va dire, dans la colère, il n'y a rien de noble ni d'élevé. Donc cela signifie que Caligula n'est pas noble, il est ignoble. Or, s'il est ignoble, il n'est pas digne du pouvoir. Sénèque va nous dire que Caligula commet ses meurtres la nuit, alors que la justice doit s'exercer en plein jour. Donc, tout ça pour dire, un autre extrait, et n'est-il donc pas également des propos tenus, donc ça c'est Sénèque, n'est-il donc pas également des propos tenus dans la colère qu'on trouve magnanime quand on ignore la vraie grandeur, tel que ce mot infernal, exécrable, qu'on me haïsse, pourvu qu'on me craigne. Donc une référence à Caligula. Mot qui respire le siècle de Sylla. Sylla était un tyran du 1er siècle avant Jésus-Christ. Je ne sais ce qu'il y a de pis dans ce double vœu, la haine ou la terreur publique. Qu'on me haïsse. Tu vois dans l'avenir les malédictions, les embûches, l'assassinat. Que veux-tu de plus? Que les dieux te punissent d'avoir trouvé un remède aussi affreux que le mal? Qu'on me haïsse. Et quoi ensuite? Pourvu qu'on t'obéisse? Non. Pourvu qu'on t'estime? Non. Pourvu que l'on tremble? Je ne voudrais pas de l'amour à ce prix. On se figure que ce mot est grand. Quelle erreur! Il n'y a point là de la grandeur, mais de la férocité. Donc chez les anciens, on va retrouver une description de Caligula comme une bête sauvage, un être complètement fou, sauvage, animal, puisqu'il ne gouverne pas ses passions. Mais la question qu'on peut se poser, c'est Caligula était un tyran, mais est-ce que le système politique qu'était le Principat c'est comme ça qu'on appelle l'Empire romain dans les premiers temps, est-ce que le système politique du Principat n'est-il pas en lui-même une tyrannie? Petit rappel historique. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, vous avez le dernier siècle
de ce qu'on va appeler la période républicaine. Rome était une république. On va connaître un siècle de guerre civile et un certain Octave, après plusieurs batailles, va ramener la paix en moins 31 avant Jésus-Christ, lors de la bataille d'Actium. Et il va, de façon très adroite, cumuler l'intégralité des pouvoirs républicains. En 29 avant Jésus-Christ, il va se faire appeler Princeps Senatus, le prince du Sénat. Que signifie ce titre ? Cela signifie qu'il est considéré comme le citoyen le plus important de Rome. C'est lui qui donne sa parole en premier au Sénat. En 27 avant Jésus-Christ, on va le qualifier d'Auguste, c'est-à-dire qui a une aura divine. En 23 avant Jésus-Christ, on va lui donner de nouveaux pouvoirs. Il va s'accaparer ce qu'on appelle la puissance tribunicienne, c'est-à-dire qu'il va être entouré d'une aura de sacro-sainteté et il va avoir le droit de s'opposer à toutes les décisions du Sénat. C'est ce qu'on appelle le droit d'interquesio. Il va récolter le titre de père de la patrie, pater patriae, et il va enfin devenir le chef suprême de la religion, le Pontifex Maximus. Bref, il a tous les pouvoirs. Mais c'est là l'hypocrisie du principat, c'est qu'il continue à dire qu'il est en république. Sa mission, c'est simplement de gouverner Rome avec l'aide du Sénat. Caligula a très bien compris qu'il s'agissait d'une hypocrisie, et ça va être vraisemblablement le premier empereur à mettre le doigt dessus et à faire prendre conscience aux Romains que, en réalité, ils ne sont plus en république. Ils sont dans une monarchie. Donc, faut-il... Voilà. C'est un extrait de la vie de Jules César. Alors, il faut savoir que ce système mis en place par Auguste a été initié par Jules César. Mais Jules César n'est pas devenu empereur. Il a été assassiné avant. La dictature perpétuelle de César a daté du 14 février 44, renfermé l'autocratie dans le présent et l'hérédité de l'autocratie dans l'avenir. Qu'est-ce qu'un régime autocratique ? C'est un régime donc qui repose sur le gouvernement d'un chef fort, puissant, qui détient un pouvoir suprême arbitraire. Donc, le principat, par essence, est une tyrannie, semblerait-il. Et beaucoup d'anciens l'ont déjà remarqué. C'est une thématique qui va également être reprise au XVIIIe siècle. Montesquieu va écrire sur l'histoire de Rome et il va rappeler que finalement, ce sont tous des tyrans. Du moment, à partir de Jules César, Rome a commencé son déclin puisque tous les empereurs vont être quelque part des tyrans de par l'essence du système politique en lui-même. César a mis en place en fait ce qu'on appelle en sciences politiques le césarisme. Ça vient de Jules César. Qu'est-ce que le césarisme ? Eh bien, c'est un régime politique très adroit qui s'appuie sur les foules, le peuple et les armées, où le souverain, en réalité, détient le pouvoir absolu. Mais il fait de la démagogie, c'est-à-dire qu'il plaît au peuple, donc comme ça le peuple le soutient, il donne de l'argent aux soldats, comme ça l'armée le soutient, et il gouverne. Le régime du principat est un régime de forme César, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui connaît le césarisme. Le césarisme a été de nouveau mis à la mode au XIXe siècle avec Napoléon Bonaparte. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais sachez qu'il est à l'origine des régimes totalitaires du XXe siècle. Alors évidemment, quelque temps après, au IIIe siècle après Jésus-Christ, on va enfin reconnaître que le régime du principat est une monarchie. Et c'est un jurisconsulte qui s'appelle Ulpien qui va dire « ce qui plaît au prince à force de loi ». On va enfin reconnaître officiellement, de façon institutionnelle, que le régime du principat est une tyrannie. Mais à l'époque de Caligula, on n'en est pas encore là. On n'oserait pas encore écrire ça. Comment s'est construit le mythe ? On connaît Caligula par 6 auteurs. Suétone, c'est celui qu'on va le plus étudier ensemble, Tacite, Dion Cassius, Sénèque, Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph. Il faut déjà noter que ces 6 auteurs ont des a priori sur Caligula. Sénèque, on l'a dit, était l'ennemi
absolue de Caligula. Suétone et Tacite ont vécu au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est une époque, le IIe siècle après Jésus-Christ, où les empereurs sont bons, sont justes. Donc, pour flatter leurs contemporains, Suétone et Tacite vont noircir le portrait des empereurs du 1er siècle après Jésus-Christ. Caligula, Néron, Vitellius, entre autres. Dion Cassius, lui, il a vécu à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Il va être très influencé par le gouvernement tyrannique de l'empereur de son époque, qui va être Commode. Philon d'Alexandrie a vécu à l'époque de Caligula. Il est juif. Sauf que, en 38-39 après Jésus-Christ, on a des émeutes anti-juives à Alexandrie. Philon fait partie de l'ambassade qui va aller à Rome et qui va supplier l'empereur de trouver une solution à ces émeutes. Or, il nous décrit un Caligula qui est plus occupé à visiter ses villas qu'à s'intéresser à ses problèmes. Et enfin, Flavius Joseph, lui, il a vécu à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, mais il est également juif, donc il a des a priori sur le personnage. Donc c'est important déjà de noter que les biographes ne sont pas objectifs. Nouvelle remarque, l'histoire dans l'Antiquité n'est pas l'histoire comme on l'entend actuellement. L'histoire dans l'Antiquité est, entre guillemets, subjective. Histoire vient du grec historia, c'est une enquête. Pour les anciens, l'histoire, la garantie d'un bon récit historique est la participation de l'historien aux événements qu'il raconte. C'est parce qu'un historien est contemporain des événements, parce qu'il a assisté en direct aux événements qu'il raconte, que son récit est digne de foi. Donc évidemment, c'est très contraire à l'histoire comme on l'entend nous actuellement, comme une science objective, rationnelle. D'accord ? Donc, quelques remarques. L'histoire dans l'Antiquité, l'historien a l'habitude de sélectionner les informations, il ne raconte pas tout, là où aujourd'hui, l'historien d'aujourd'hui mettrait toutes les différentes versions d'un même événement. L'historien antique sélectionne les informations, il les manipule. On a vu un exemple dans la vie de Néron, de Suétone. Suétone, en racontant la vie de Néron, a modifié la chronologie. Il a mis les événements, il les a disposés d'une façon de laquelle on a l'impression que la tyrannie de Néron va de pire en pire, alors qu'en réalité, les historiens d'aujourd'hui savent que Néron a commis des excentricités dès le début de son règne. Donc, l'historien antique sélectionne et manipule les informations, il intervient dans ses récits, il donne son avis, et il a tendance à amplifier le trait. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a une vision complètement différente de l'histoire. Donc dans l'Antiquité, le récit historique n'est pas nécessairement vrai à 100%. Deuxième remarque, dans l'Antiquité, les anciens ne faisaient pas toujours bien la différence entre le mythe de la mythologie et le récit historique. Les anciens pensaient que la guerre de Troie avait vraiment eu lieu, et comme ils envisageaient le temps d'une façon cyclique, ils envisageaient même que la guerre de Troie allait se répéter tous les 1000 ans à peu près. Les anciens ne font pas la différence véritablement entre mythe et histoire, ou en tout cas, cette différence n'est pas nette. Alors c'est un débat qui est assez insoluble. Paul Veyne a écrit un livre qui s'appelle « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Et dedans, il dit que oui, bien sûr, les anciens ne croyaient pas vraiment aux monstres mythologiques, mais ils croyaient aux symboles, ils croyaient au sens global de l'histoire, sans s'attacher aux détails. On croyait vraiment au message global qui était envoyé. Donc ça, c'est la première remarque. Si on regarde maintenant plus en détail le texte de Suétone. Suétone adore décrire physiquement les empereurs dont il traite. Voici la description physique de Caligula. Caligula avait la taille haute, le teint livide, le corps mal proportionné, le cou et les jambes tout à fait grêles, les yeux enfoncés et les tempes creuses, le front large et mal conformé, les cheveux rares, le sommet de la tête chauve, le reste du corps velu. Aussi, lorsqu'il passait, était-ce un crime capital de regarder au loin et de haut, ou simplement de prononcer le mot « chèvre », pour quelque raison que ce fût. Quant à son visage, naturellement affreux et repoussant,
Il s'efforçait de le rendre plus horrible encore, en étudiant devant son miroir tous les jeux de physionomie capables d'inspirer la terreur et l'effroi. Alors, est-ce que cette description est positive? Non. Il faut savoir qu'on a retrouvé des pièces de l'époque, des pièces de monnaie, sur lesquelles on a l'effigie de Caligula. Cette description ne correspond pas vraiment à l'effigie qu'on a sur les pièces. Donc, évidemment, ce portrait est très négatif. Cela fait partie de la construction du mythe. Déjà, parce que Caligula est affreux physiquement et repoussant, on a cette impression que son corps reflète son âme, comme si c'était une bête malfaisante, un homme défini par le mal. Une question que les chercheurs se posent, Suétone était-il physiognomoniste? Qu'est-ce que ce mot barbare? Eh bien, la physiognomonie était une science, alors aujourd'hui on dirait une pseudo-science, qui était très à la mode dans l'Antiquité. Cette pseudo-science stipule que le corps, l'état de votre corps, reflète l'état de votre âme. Si vous êtes laid, ça signifie que vous êtes méchant, en d'autres termes. 3 méthodes, donc évidemment c'est une science qui est passée de mode. 3 méthodes dans la physiognomonie. La méthode anatomique, c'est-à-dire que la taille de vos organes donne une indication sur votre âme. Exemple, si quelqu'un a le bras long, ça signifie qu'il est courageux et généreux. Ça, c'est la première méthode, la méthode dite anatomique. Deuxième méthode, la méthode ethnologique. Les anciens définissaient les peuples avec des traits de caractère. Pour faire vite, les gens du Nord étaient réputés comme étant courageux et impulsifs. Les gens du Sud, donc le sud de la Méditerranée, les Égyptiens, les personnes qui ont atteint bas âgé sont réputées comme étant lâches et perfides. Donc, les Thraces, par exemple, donc c'est un peuple de l'Antiquité, les Thraces sont réputés ivrognes, paresseux. Les Thraces sont réputés ivrognes et paresseux. Vous ressemblez à un Thrace, donc vous êtes ivrogne et paresseux. Ça se présente sous la forme d'un syllogisme. Dernière méthode, et c'est celle qui nous intéresse ici, la méthode zoologique. Les anciens associaient aux animaux des traits de caractère immuables, c'est-à-dire qui ne changent pas. Le lion, par exemple, est réputé comme majestueux. Le lion est majestueux, vous ressemblez à un lion, donc vous êtes majestueux. Alors c'est une pseudo-science, la physiognomonie, qui a duré plusieurs siècles, qui a eu un succès au XVIIe siècle. Vous vous rappelez de Charles Lebrun, le peintre de Louis XIV? Il a été très intéressé par la physiognomonie. Alors je vous montre quelques dessins qu'il a faits. Voilà. On essaye de trouver des points communs. Alors les questions à la fin. On essaye de trouver des points communs entre les traits physiques humains et les traits des animaux. Voilà, donc aussi les femmes. Voilà pour Caligula, la chèvre. Alors la chèvre, elle est réputée comme un animal stupide et également, ça donne une indication, s'il vous plaît, sur l'avarice. Quelqu'un qui ressemble à une chèvre, c'est quelqu'un qui est avare. Or, Caligula était réputé comme étant avare. Bon, est-ce que vous voyez une ressemblance entre le buste de Caligula et la chèvre? Oui? Bon, bah écoutez, c'est que le mythe fonctionne alors. Donc ici, vous avez ce qu'on va appeler un procédé de mythification. C'est-à-dire que c'est une stratégie littéraire et pseudo-scientifique ici pour diaboliser Caligula, pour le noircir son portrait. Un autre procédé littéraire qu'on peut observer dans les vies et qui contribue à noircir le portrait de Caligula. Je vous ai dit tout à l'heure que Suétone, dans ses textes, dans ses biographies, nous a fait parvenir
un certain nombre de phrases, donc un certain nombre de paroles, l'utilisation donc du discours direct pour caractériser Caligula. Suétone nous dit, Caligula avait l'habitude de dire qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. On a d'autres exemples. Caligula disait au bourreau, frappez-le de manière à ce qu'il se sente mourir. Caligula disait à sa maîtresse, je rigole, je ris, parce que je pense que dès que je claquerai des mains, cette jolie tête tombera dès que je le voudrai. On a comme ça un certain nombre de répliques théâtrales, pourrait-on dire. D'un point de vue linguistique, c'est très intéressant, parce que c'est encore quelque chose qu'on observe aujourd'hui. Si vous regardez les unes des journaux, alors ici j'ai pris des exemples de journaux français. Vous avez ici une photo d'un homme politique, Dominique Strauss-Kahn. Je ne peux pas totalement exclure des faillites d'État. Autre exemple, une de Direct Matin. Nathalie Kosciusko-Morizet, il faut pouvoir hurler, se révolter. Un linguiste qui s'appelle Dominique Magnaud a étudié ce qu'il va appeler l'aphorisation. Qu'est-ce que l'aphorisation? C'est quand vous détachez une phrase d'un texte source. Alors, Dominique Magnaud nous explique qu'il existe deux types d'aphorisation. Il existe des phrases primaires, des phrases qui sont autonomes. Vous n'avez pas besoin de connaître le contexte pour les interpréter. Ce sont les proverbes, les slogans, les sentences, etc. Et il va étudier ce qu'on appelle les phrases, ce que lui appelle les phrases secondaires. Ce sont des phrases détachées d'un texte source. Le fait de détacher une phrase d'un texte source, c'est ce qu'il va appeler une aphorisation. Que nous dit Magnaud sur ces aphorisations? Pourquoi c'est intéressant, une aphorisation? Parce que c'est une phrase qui, d'une certaine manière, donne des valeurs, donne une indication sur le monde dans lequel on vit. L'aphoriseur, c'est-à-dire la personne qui est l'auteur de cette phrase, est positionné comme une autorité qui dit quelque chose sur le monde, qui dit une vérité sur le monde. Alors quand Caligula a dit « qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent », il incarne d'une façon archétypale la tyrannie. Cette phrase le représente, l'incarne. Et ce qui est intéressant pour notre perspective de mythe, c'est ça aussi, c'est que donc Suétone a détaché cette phrase du discours de Caligula, vraisemblablement, première aphorisation, mais c'est qu'aussi, quand vous lisez la biographie de Suétone, quand vous lisez le texte, donc ici je n'ai pris qu'un petit extrait, il avait fréquemment à la bouche ce mot d'une tragédie, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce qu'à votre avis, cette phrase va vous marquer? Oui. Cette phrase est mise en évidence dans le texte. C'est-à-dire, c'est ce que Magnaud appelle la surassertion. Qu'est-ce que la surassertion? C'est quand quelqu'un parle et met d'une certaine façon en valeur certains mots dans son discours, de manière à ce que la personne qui l'écoute les répète, les détache de son discours. C'est exactement ce que Suétone fait ici. Pourquoi c'est intéressant du point de vue du mythe de Caligula? Eh bien parce que tout simplement, quand vous allez lire cette biographie, vous allez avoir envie de détacher cette phrase « qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent » et vous allez la répéter. Ce sera facile de dire « Ah oui, Caligula disait d'ailleurs souvent qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent ». Vous allez la répéter. Et si vous la répétez comme ça dans d'autres conversations, et ainsi de suite, vous allez créer le mythe. C'est comme ça que vous créez un mythe. C'est comme ça que vous donnez du succès à un personnage. C'est par la répétition d'anecdotes ou de phrases détachées. C'est comme ça que vous contribuez à la fama, à la réputation d'un empereur romain. Alors, juste sur ce mot « qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent », on a au-delà de ça, c'est un vers
au-delà de ça, c'est une réplique de théâtre. Ça vient d'un poète tragique qui s'appelait Accius et qui a vécu au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant dans les vies de Suétone, c'est que Suétone nous disait déjà que Tibère, voilà ce qu'on avait pour Tibère. D'abord, Tibère voulait qu'on regardât ses traits comme l'œuvre de quelques esprits qui ne pouvaient supporter ses réformes, comme l'expression non de l'opinion publique, mais de la colère et de la haine, et il disait de temps en temps qu'il me haïsse pourvu qu'il m'approuve. Donc quand vous lisez les vies de Suétone, c'est très intéressant parce que on a Tibère qui disait qu'il me haïsse pourvu qu'il m'approuve, on a Caligula qui dit qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. On a comme une gradation croissante dans les mots, mais aussi dans la tyrannie. On va revenir sur maintenant l'anecdote du pont de bateau. En 39 après Jésus-Christ, donc, Caligula fait mettre au point ce pont de bateau de plus d'1 kilomètre. Et pendant 2 jours, il le traverse à cheval vêtu en conquérant oriental. La nuit, des festins ont lieu sur les bateaux. Mais comme l'endroit donc forme comme un croissant de lune, on a aussi de la lumière qui vient des côtes. On a de la lumière qui vient des côtes, on a de la lumière qui vient des bateaux. Et donc, cela fait dire à Dion Cassius, dans son histoire romaine, que Caligula voulait certes faire de la nuit le jour, comme de la mer la terre. Cette expression est très intéressante. Pourquoi ? Quelqu'un qui transforme la mer en terre, ou qui transforme la nuit en jour, qu'est-ce que ça vous évoque ? Un dieu. Comme si Caligula se prenait pour un dieu. Alors oui, de fait, il se prenait pour un dieu. On a l'impression d'un Caligula tout-puissant qui transforme la nature, ce que seuls les dieux peuvent faire. Alors, comment ce pont de bateau a été interprété à l'époque ? Voici ce que nous dit Suétone. Je sais que la plupart ont cru que Caligula n'avait imaginé ce pont que pour imiter Xerxès, qu'on avait admiré, lorsqu'il traversa de la même manière le détroit de l'Hellespont. Le détroit de l'Hellespont correspond au détroit des Dardanelles, moins large que celui de Bailly. D'autres ont pensé qu'il voulait effrayer par une entreprise gigantesque la Germanie et la Bretagne qu'il menaçait de la guerre. Donc, les anciens pensaient que Caligula avait voulu rivaliser avec Xerxès. Xerxès, vous le connaissez peut-être si vous avez vu le film 300. Xerxès a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un grand roi perse. Xerxès a voulu envahir la Grèce. Et que se passe-t-il au 5e siècle avant Jésus-Christ? Donc il faut imaginer qu'il vient de Perse. La Perse correspond à l'Iran actuel. Il doit traverser le détroit des Dardanelles, le détroit de l'Hellespont. Il fait faire 2 ponts de bateaux qui relient ainsi l'Asie à l'Europe. Seulement, ça ne se passe pas comme il l'avait prévu. Une tempête détruit les ponts de bateaux. Que fait Xerxès ? Il fait décapiter les ingénieurs qui ont fait faire les ponts, normal. Et il fait quelque chose qui a complètement choqué les Grecs. Il s'en prend à la mer. Il fait marquer la mer au fer chaud. Il fait jeter des chaînes dans la mer. Et il fait donner 300 coups de fouet à la mer. Quand vous êtes un Grec de l'époque, vous voyez là une manifestation de ce qu'on va appeler l'hybris, c'est-à-dire la démesure. Xerxès, pour les Grecs de l'époque, a insulté les dieux. Comme il n'était pas très content d'avoir ces 2 ponts de bateau détruits, il se venge en provoquant les dieux. Alors il faut savoir que pour les Grecs également, le grand roi perse est un dieu vivant. Le grand roi perse se considère comme un dieu vivant. Donc, par définition, il fait preuve d'hybris. Et donc, Caligula, qui imite Xerxès, est considéré par les Romains comme quoi ? Comme quelqu'un qui fait preuve d'hybris, comme quelqu'un, encore une fois, qui insulte les dieux.
C'est là où il faut rationaliser le mythe, entre guillemets. Les recherches actuelles nous montrent que Caligula n'a pas du tout voulu, enfin déjà que Xerxès, pour commencer, n'a pas du tout voulu insulter les dieux. On a retrouvé des inscriptions, d'un point de vue archéologique, qui nous disent que le grand roi perse ne se prend pas pour un dieu vivant. Il est subordonné aux dieux et c'est à eux qu'il doit son pouvoir. Et quand Xerxès fait fouetter la mer, jeter des chaînes à l'intérieur et la marquer au fer chaud, il ne s'agit pas d'une provocation ni d'une vengeance. Il s'agit de quelque chose de tout à fait normal, il s'agit d'une épreuve qualifiante. Xerxès doit affirmer sa majesté, affirmer son autorité. C'est comme une épreuve que les dieux mettent sur sa route. Donc vous voyez que l'interprétation est complètement différente. Donc Caligula, qui fait faire un pont de bateau dans la baie de Baï, n'est pas du tout dans la profanation. C'est qu'il considère qu'il doit affirmer sa majesté. Il doit montrer à tout le monde qu'il est puissant. Et pour montrer à tout le monde qu'il est puissant, il fait faire un ouvrage qui est complètement fou, un pont de bateau de plus d'1 kilomètre. Donc là, j'ai une autre image de Xerxès. Autre extravagance. Suétone nous raconte que Caligula se roule dans son or, dans son argent. Alors évidemment, c'est interprété comme une marque d'avarice. Comme je le lisais avant, quand j'étais petit, je vous ai mis cette image. Ça fait penser à Picsou, évidemment aujourd'hui. Pourquoi Caligula se roulait-il dans son or? Alors évidemment, donc, comme je vous disais, les anciens considèrent que c'est une marque de folie. Caligula se roule dans l'or parce qu'il est fou et parce qu'il est avare, parce qu'il aime son or. Il semblerait que pas du tout. Ce n'est pas les raisons qui ont motivé Caligula à faire ça. Caligula aurait fait ça parce que il a voulu se considérer comme un monarque oriental, mais pas comme un roi perse, plutôt comme un pharaon égyptien. Or, on a dit que les grands rois perses ne se considéraient pas comme des dieux sur terre, mais les pharaons si. Dans la civilisation égyptienne, les pharaons se prennent pour des dieux, des réincarnations de dieux sur terre, et le peuple égyptien les considère comme tels. Donc, dans la civilisation égyptienne, l'or est considéré comme étant la chair des dieux. Si Caligula se roule dans son or, ce n'est pas parce qu'il est fou, c'est parce qu'il s'agit d'une cure déifiante, un moyen de se rapprocher de la divinité. Il s'agit d'une sorte de communion épidermique. Évidemment, ça a été mal interprété. Donc, chez les Égyptiens, l'or était considéré comme la chair des dieux. C'est après, quand les Grecs vont venir en Égypte et vont se servir de l'or comme une monnaie, que l'or va être désacralisé. Et d'ailleurs, ça va être un blasphème pour les Égyptiens. Mais, donc à l'époque des Romains, l'or sert de marchandise, enfin de monnaie d'échange. Caligula qui se prend pour un pharaon, pour un souverain oriental, pour lui, l'or, il veut en quelque sorte retrouver la valeur sacrée de ce métal précieux. On a également donc le cas de l'inceste. Alors l'inceste, Caligula couchait avec ses sœurs. Il faut savoir que avant 212 après Jésus-Christ, avant l'édit de Caracalla que vous avez dû étudier, on estime que près d'un sixième des Égyptiens, un sixième des mariages entre Égyptiens l'étaient entre frères et sœurs. L'inceste en Égypte est beaucoup plus fréquent qu'il n'y paraît. Le pharaon également se marie avec ses sœurs, c'est tout à fait possible. Les dieux sont incestueux également. Et Caligula, qui se prend pour un dieu, commet l'inceste, mais pour lui, ce n'est pas un crime. Alors que pour les Romains, ça va l'être. L'inceste dans la civilisation romaine est une transgression majeure, au même titre que le meurtre, que le parricide. L'inceste, pourquoi ?
ce n'est pas pour les raisons auxquelles on pourrait penser. Ce n'est pas parce qu'il y a des conséquences biologiques néfastes. Ce n'est pas parce que quand vous vous mariez avec votre frère ou votre sœur et vous avez des enfants, les enfants ont des problèmes médicaux. Pas du tout. Dans la civilisation romaine, l'inceste est une transgression, un crime, parce que la société romaine est obsédée par le classement des individus. Un citoyen romain ne se définit que par rapport à un système de relations. C'est-à-dire que Livia, par exemple, est définie comme étant la fille de Drusus ou comme étant la sœur de Néron, par exemple. J'ai pris des prénoms au hasard. D'accord ? Donc, si jamais vous vous mariez avec votre frère ou votre sœur, vous imaginez le vertige cognitif pour un Romain. On ne sait plus comment vous définir. Est-ce que vous êtes la sœur de Drusus ou la femme de Drusus? Vous introduisez le désordre dans un monde, dans une société qui est obsédée par l'ordre. Donc pour ça, l'inceste est un crime chez les Romains. Mais pour Caligula, qui se prend pour un monarque égyptien, qui a dans sa tête une logique qui est celle des monarques orientaux, c'est tout à fait normal, l'inceste, dans sa logique. C'est pour ça donc que Caligula est diabolisé, c'est parce qu'il y a un déphasage culturel entre le monde romain et le monde oriental auquel Caligula prétend appartenir. L'histoire du cheval. Il nomme son cheval consul. Alors il faut dédramatiser pas mal. Le cheval, dans l'Antiquité, est un animal très important. Les chevaux, les coursiers sont enterrés près de leur maître. Les chevaux, quand ils gagnent des jeux, ont des funérailles, quand ils meurent, somptueuses. On a plusieurs exemples. Vous connaissez peut-être le cheval d'Alexandre le Grand, Bucéphale. Alexandre a fondé une ville autour de son tombeau. La statue du cheval de César existe à Rome en face du temple de Vénus génitrice, ce qui est assez important, ce qui est une marque d'honneur. Le cheval d'Auguste, Auguste a fait faire un tumulus à son cheval. Le cheval est un animal très important dans l'Antiquité. Donc, si Caligula le considère comme un consul, il lui donne de l'importance de fait parce que le cheval était un animal important déjà de base dans l'Antiquité, mais aussi parce que on pense qu'il s'agirait en réalité d'une plaisanterie. Caligula aurait dit « je fais mon cheval consul », mais par plaisanterie pour se moquer de la charge de consul qui, à l'époque, n'avait plus aucune valeur, plus aucun poids politique. D'accord ? Alors, on vient d'expliquer, de s'intéresser aux anecdotes de Suétone et de les expliquer du point de vue de l'exégèse religieuse. On est en train de rationaliser le mythe, de voir comme quoi, finalement, Caligula n'était pas si fou que ça. Après, d'autres chercheurs se sont intéressés quand même au point de vue clinique. Beaucoup ont pensé que Caligula était un psychopathe. Qu'est-ce qu'un psychopathe ? Les psychopathes se caractérisent par une perte de la capacité d'autodomination, par des mouvements instinctuels, non contraints et incoordonnés, par une perversion ou une dégénérescence curieuse du principe moral. Ils ne connaissent pas cette angoisse contraignante qui empêche de mal faire, par des troubles du tempérament, des habitudes, du sentiment, en particulier du sentiment d'amour, enfin par une absence d'effort vers l'intégration sociale et une méconnaissance de l'ordre des valeurs que la vie humaine communautaire présuppose. Le psychopathe est, si je reprends la définition de l'école de médecine allemande, est quelqu'un qui est anormal, à tel point que son anormalité le fait pâtir, le fait souffrir, et fait souffrir la société. Est-ce que Caligula était psychopathe ? On pense que oui. Aujourd'hui, les recherches pensent que, malgré tout, Caligula était atteint de cette maladie. Alors, psychopathe est un terme quand même un peu problématique d'un point de vue médical parce que c'est un terme très général et il a d'ailleurs été retiré des classifications internationales. Donc, pour entrer dans le détail, on pense que Caligula avait des troubles pervers. Qu'est-ce qu'un pervers ? C'est, alors je vous rappelle simplement deux notions de Freud. L'être humain est défini par le ça
et le surmoi. Qu'est-ce que c'est? Le ça, c'est les tendances instinctuelles que vous avez en vous, l'instinct. Le surmoi, c'est la loi morale, une loi morale que vous avez en vous qui vous empêche de mal faire. Une petite voix qui vous dit c'est bien et ce n'est pas bien. Le pervers ne connaît pas le conflit entre le surmoi et le ça. Quelque part, il a mis de côté le surmoi. Le pervers a des besoins, et il a besoin de les satisfaire tout de suite. Donc, Caligula aurait présenté des troubles pervers dans le sens où, par exemple, il se rend à un mariage d'un sénateur, et il lui vole sa femme. Au cours du repas, il dit donc à l'homme qui se marie, il dit « Ne vous approchez pas trop près de ma femme ». Et il se lève et il l'emmène dans une pièce à côté, je ne vous donne pas les détails. Et il se marie avec elle, par la suite, pour bien sûr la répudier quelque temps plus tard. Bref, ça n'a pas d'importance. À partir de ce genre d'anecdote, on est tenté de penser que Caligula présentait des troubles pervers. Le psychopathe, donc c'est une maladie, une pathologie qui est différente, le psychopathe transforme les angoisses en agressivité. Le psychopathe, contrairement au pervers, il n'a pas évincé le surmoi. Il a créé un autre surmoi. Et ce surmoi, c'est un surmoi qui idéalise les tendances instinctuelles. Un surmoi qui idéalise l'instinct. Caligula présenterait également ces troubles-là. Donc vous avez différentes pathologies qui sont passées en revue. Et on arrive donc à la conclusion que, je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas forcément très intéressant, mais on arrive à la conclusion qu'il présente, Caligula, des troubles pervers et des traits de psychopathe. Alors on s'est demandé s'il était schizophrène aussi. On pense que non, parce que le schizophrène n'a pas conscience de son anormalité. Or, Caligula est anormal et il est conscient de son anomalie et il en joue. Je terminerai enfin en disant que je vous ai raconté que Caligula avait mené un certain nombre d'exécutions sommaires. Il a fait exécuter, semble-t-il, de façon gratuite, un grand nombre de sénateurs, surtout pendant les années 39-40. On a fait des recherches aujourd'hui et on s'est aperçu que la première conspiration qui a eu lieu contre Caligula, la première conspiration, la première tentative de l'assassiner, a été pas trop développée dans les écrits biographiques des auteurs. Elle a été un peu passée sous silence. Et il y a une raison. C'est que Caligula a réussi à la mater, cette conjuration. Il a réussi à trouver les leaders et à les intercepter avant qu'ils ne passent à l'action. Évidemment, on ne va pas vous raconter ça dans les biographies, parce que ce serait montrer que Caligula est un être intelligent, ingénieux, qui a réussi à déjouer une tentative d'assassinat. Or, cette conjuration était très grande, très puissante, et elle a mis en évidence, elle a mis en jeu, elle a fait intervenir un grand nombre d'acteurs et beaucoup de sénateurs. Donc, on pense que tous les meurtres, tous les assassinats des années 39-40 ne sont pas des actes de folie et des actes de cruauté gratuite. C'est simplement Caligula qui a réprimé la conjuration et qui a fait assassiner toutes ces personnes impliquées. Donc, vous voyez que le mythe, il peut être rationalisé de différentes manières. Donc déjà, qu'il existe un mythe autour de la personne Caligula, c'est un personnage qu'on a noirci à souhait. C'est un personnage qu'on a diabolisé dès l'Antiquité. Et vous avez vu que pour différentes raisons, les auteurs anciens n'étaient pas objectifs, et d'autres raisons, les Romains n'ont pas compris l'idéologie caligulienne de monarchie théocratique orientale. On sait toutefois qu'il était malade d'un point de vue psychiatrique. Mais on sait aussi que s'il a tué autant de monde, c'est pour réprimer une conjuration. Donc, un mythe s'est créé autour du personnage de Caligula, mais ce mythe est sujet à de nombreuses critiques.
et il faut nuancer les choses. Caligula était un empereur peut-être atteint psychiatriquement, mais il n'était pas si fou que ça non plus. Et je m'arrêterai là-dessus. Merci. Merci, merci. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Merci à Louis également. Mais je lui redirai merci à la fin. Des petites lectures pour vos vacances. Mais si, c'est intéressant. Donc ici, j'ai répertorié les différents ouvrages qui m'ont servi pour la conférence. Vous avez donc, vous, dans un avenir de lycéen, vous, les lycéens, dans votre avenir très proche, Caligula peut vous parler, puisque Albert Camus a écrit une pièce sur Caligula. D'accord ? Il va se contenter de reprendre certaines anecdotes, certains événements de Suétone et de Dion Cassius et les mettre par écrit. Donc, bon, la pièce est quand même très différente des écrits de Suétone. Camus, pour résumer rapidement, Camus, dans sa pièce, vous dépeint Caligula comme un homme qui a compris que le monde était absurde, que c'était un monde qui était réglé par des conventions, des coutumes, des habitudes, des hiérarchies sociales, et Caligula est une sorte d'être qui se révolte contre ce système établi. Et comment se révolter contre ce système établi ? Il faut désacraliser ce qui est sacré dans notre société, à savoir la mort, par exemple. Et c'est pour ça que Caligula va commettre tous ces meurtres. Il veut mettre sur le même niveau la vie et la mort, sur le même plan. Alors, bien sûr, cette tentative d'explication de la psychologie de Caligula, derrière Caligula, dans la pièce de Camus, il y a Hitler, bien sûr. Bon, ça, on pourra en reparler si vous avez des questions. Je vais laisser la place aux questions. Simplement, vous avez donc ici différents ouvrages, des biographies de Caligula qui sont intéressantes. Celle de Daniel Noni est très bien. Mais si vous voulez revoir un peu les anecdotes qu'on a vues aujourd'hui d'une façon plus ludique, vous avez la véritable histoire de Caligula. C'est une compilation de textes des 6 auteurs dont je vous ai parlé. Ils sont compilés dans ce recueil et c'est par thématique. Donc c'est assez intéressant. C'est une première approche de l'histoire de Caligula. Et là, ce sont les articles universitaires. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à vous. Oui. Alors, on n'a pas de deuxième micro. Alors, je peux répéter la question, peut-être. Tout à fait. À l'authenticité des paroles, bien sûr. Tout à fait. Un doute. Alors, bien sûr.
Il faut nuancer, oui. Alors, oui. Chut, chut, s'il vous plaît. Tout à fait. L'élite. Ouais. Alors, je vais rebondir sur ces remarques. Merci. Euh, Concernant les paroles, donc, il faut savoir en effet que les historiens antiques ont l'habitude de citer les paroles des grands hommes dont ils traitent. Mais alors bien sûr, on sait qu'ils reconstituent, et d'ailleurs ça ne les gêne pas, ils reconstituent les paroles des grands hommes de façon à donner du style littéraire à leurs œuvres. Donc ils ne sont pas attachés à l'authenticité historique. Alors j'ai lu après que Suétone, toutefois, était réputé comme étant à peu près fidèle aux paroles, il ne voulait pas faire vraiment du style, il était quand même plus attaché que les autres à l'authenticité. Mais malgré tout, évidemment, ça reste sujet à caution, et Suétone n'était pas objectif, et voilà, on ne peut pas savoir si Caligula a exactement dit ça, on ne pourra jamais véritablement le savoir. Sur la remarque concernant le peuple, oui, le peuple aimait beaucoup Caligula. Pourquoi ? Parce que vous avez un empereur qui a l'habitude d'organiser des jeux et de faire des distributions d'argent. Alors forcément, le peuple, ça lui plaît. Oui, et pas de guerre, au-delà de ça. Alors il a fait un simulacre de guerre, il a déclaré la guerre à l'océan, et arrivé devant l'océan avec toutes ses troupes, il ordonne à ses soldats de ramasser des coquillages. Alors évidemment, il a commencé à se mettre un peu l'armée à dos à partir de ce moment-là, parce que c'était un peu les prendre pour des idiots. Mais je ferai remarquer que c'est déjà Platon qui avait vu ça dans un traité qui s'appelle, vous le connaissez, La République. La démocratie amène la tyrannie. Le tyran est porté au pouvoir par le peuple, parce que le peuple cherche à se défendre, à défendre ses intérêts des aristocrates, qui sont perçus comme une classe supérieure et souvent ennemis du peuple. Donc évidemment, dans les tyrannies antiques, c'est souvent le peuple qui a amené au pouvoir le tyran. Alors moins à Rome, puisque c'était un système différent, c'était dynastique, en tout cas au début, mais il n'est guère étonnant que le peuple apprécie Caligula, et d'ailleurs, le peuple a souvent apprécié les tyrans. Alors évidemment, à la mort de Caligula, le peuple était triste, déçu, mais c'est comme ça. D'autres questions? Oui. Comment? Oui, malgré la famine, alors bien sûr, est-ce que le peuple était content de cette famine? Évidemment non. Mais si vous voulez, c'était des petits points temporaires, c'était finalement à l'échelle globale du règne. Si vous voulez, vous pouviez avoir une famine, et après Caligula qui organisait des jeux et distribuait de l'argent, et ça y est, le peuple oubliait la famine. Hein. Le peuple est décrit dans les biographies comme étant une entité versatile, qui change d'avis très facilement et très souvent. Donc, apparemment, globalement, ils étaient plutôt contents. Bon. D'autres questions? Oui? Merci, c'est gentil. Chut, s'il vous plaît. Oui. Oui.
bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. On s'est d'ailleurs demandé si Caligula était épileptique. C'est une maladie qui est fréquente chez les Julio-Claudiens, chez la dynastie des Julio-Claudiens, c'est-à-dire dans la famille depuis Jules César. Jules César était épileptique aussi. Et on s'est demandé si l'épilepsie avait à voir à cette folie, si l'épilepsie avait déclenché cette folie. On ne sait pas, bien sûr, ce ne sont que des hypothèses. On a aussi trouvé chez Caligula des troubles bipolaires, sans doute. Après, ce sont des thèses, des recherches, mais comme vous avez dit très bien, ce sont des maladies qui viennent petit à petit. Et au-delà de ça, il ne faut pas cloisonner. Quelqu'un n'est pas soit psychopathe, soit bipolaire. Il peut avoir les deux. Il peut avoir des tendances perverses, il peut avoir des troubles bipolaires en même temps. Oui, tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Je vous en prie. Non, vous avez tout à fait raison. Euh, Évidemment, le mythe Caligula n'a pu exister que parce que cet homme qui s'appelle Caligula est, du jour au lendemain, arrivé à la tête de l'Empire romain qui, à l'époque, était la totalité, la quasi-totalité du monde connu. À l'époque, on ne connaît pas l'Amérique, évidemment, vous le savez. Le monde connu s'étend de la Bretagne, au nord-ouest de l'Europe, jusqu'à l'Euphrate, au rivage du Tigre et de l'Euphrate, en Irak actuel. Et ensuite jusqu'au Sahara, au nord, au sud de la Méditerranée, jusqu'au Sahara. Donc évidemment, Caligula a attiré l'attention parce qu'il était à la tête de cet empire immense. Il était le maître de l'univers à l'époque. Autre remarque, c'est intéressant ce que vous dites sur le pouvoir qui est un révélateur de la folie des personnes. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, quand on commençait les recherches sur les maladies psychiatriques des empereurs, un professeur de médecine qui s'appelle Lacassagne, professeur de Lyon, a commencé par faire une analyse qui aujourd'hui nous paraîtrait très sommaire, mais il a créé le terme de césarite pour désigner cette maladie du pouvoir qui rend fou. Pour lui, tous les empereurs du 1er siècle après Jésus-Christ étaient fous d'une certaine façon. Les Tibères, les Caligula, les Néron, les Vitellius. Donc finalement, il a commencé à parler d'une maladie du pouvoir. Maladie du pouvoir qui rend fou. Donc il est évident que malgré tout, votre comportement change quand vous avez du pouvoir. Ça, je ne suis pas un spécialiste en anthropologie, mais on le remarque chez les acteurs, on le remarque chez les personnes qui gagnent à l'euro-million, qui font des dépressions. Enfin, le pouvoir, quand vous avez plus de possibilités, modifie votre, parfois, pas tout le temps, mais parfois votre personnalité. D'autres questions? Oui.
Tout à fait. Oui, alors tout à fait, on peut considérer, je pense, que Caligula est le premier à assumer, à casser l'hypocrisie, ce que je disais, du régime du Principat. Et cette hypocrisie sera cassée, comme je vous l'ai montré, 2 siècles plus tard. On va considérer, les historiens politiques vont considérer que jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, on avait affaire à une monarchie tempérée, au Principat. À partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, on va avoir une monarchie absolue à partir de Dioclétien. Et on va passer à ce qu'on va appeler non plus un principat, mais un dominat. Cette fois-ci, l'empereur assume qu'il est le seul maître et que les sénateurs n'ont plus de pouvoir. D'ailleurs, la mention sur les pièces Senatus Consultum va disparaître. Et seul l'empereur va gouverner. Donc Caligula est quelque part un visionnaire aussi. D'autres questions? Il y avait une question au fond à un moment? Non? Bon, c'est passé. C'est bon, c'est passé. C'est fini. Bon. Bah écoutez, oui. C'était le premier foufou de cette époque-là. Alors, c'est un peu difficile de répondre. Ça dépend ce qu'on entend par folie, évidemment. Le premier tyran, certainement pas. Le premier fou, oui, en quelque sorte. C'est le premier empereur fou. Mais, je vous invite à noter ceci, c'est que la postérité s'est tout de même plus facilement rappelée de Néron, qui lui, dans les recherches actuelles, on pense qu'il n'était pas atteint psychiatriquement. La postérité s'est plus facilement rappelée de Néron que de Caligula. Pourquoi? Bon, déjà, Néron a régné plus longtemps, une dizaine d'années, 14 ans. Par ailleurs, Néron a vécu à une autre époque et il a été le premier persécuteur de chrétiens. Il est le responsable du martyre de Saint Paul et de Saint Pierre. Ce qui veut dire qu'au Moyen-Âge, quand on va reprendre les biographies impériales, on va surtout insister sur le cas de Néron, qui est présenté comme l'antéchrist. Caligula, finalement, c'était un fou, mais à l'époque, je vous rappelle que Jésus meurt en 33 après Jésus-Christ, Caligula règne de 37 à 41. C'est encore trop jeune pour voir des persécutions à Rome de chrétiens. Donc, Caligula a eu l'histoire qui a joué ou déjoué en sa faveur, mais cela explique qu'on se rappelle plus de Néron. Autre question? Écoutez, s'il n'y a pas donc d'autres questions, je vous remercie pour votre écoute. Ah, pardon! Ma classe en plus, ma classe. Alors, merci, merci. Isaac, oui, chut, s'il vous plaît. Oui. Attirant? Un tyran. Très bonne question. S'il vous plaît. Chut. J'ai dit en effet que le peuple aimait Caligula et qu'en même temps, Caligula, aux yeux des anciens, était un tyran. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? On touche à une question de français, merci, de littérature et de philosophie très intéressante. Qu'est-ce qu'un tyran? Et est-on pour tout le monde un tyran? Pour certains, Napoléon Bonaparte est un héros. Pour d'autres, c'est un tyran. Pour certains, César est un grand homme, pour d'autres, c'est un tyran. C'est une question de point de vue. Pour évidemment le peuple qui bénéficiait des largesses de Caligula, de sa générosité, ce n'est pas un tyran. Pour les élites intellectuelles de l'époque, qui ont une haute idée de ce qu'est la liberté, la libertas, oui, Caligula est un tyran. Donc c'est toujours une question de point de vue, mais c'est une question qui est encore actuelle. Fidel Castro, qui est mort il n'y a pas longtemps,
Vous savez qu'il a fait couler de l'encre, certains se sont rendus à son enterrement, pas d'autres. Certains le célèbrent comme un grand homme, d'autres le voient comme un tyran. Qui est-il finalement? Un tyran ou un grand homme? Ou un héros de la Révolution? On peut faire des dissertations là-dessus. Mais, s'il vous plaît, évidemment, ça vous fait prendre conscience aussi qu'on ne peut pas mettre des étiquettes comme ça très facilement. Vous, dans votre démarche intellectuelle, ça vous invite à vous faire réfléchir et à vous dire qu'il faut nuancer les choses. On ne peut pas comme ça mettre des étiquettes très rapidement, très facilement. Il y a toujours des points qui se discutent. D'autres questions? Oui? Chut, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y avait des raisons pour construire ce mythe? Oui, bien sûr, puisque des aristocrates comme Tacite souhaitent le retour de la République. Et donc, en montrant que le Principat permet des atrocités comme l'avènement d'un tel tyran, on va montrer que le Principat est un système vicié par essence, un système mauvais, et donc que le retour à la République est souhaitable. Donc c'est pour ça que les aristocrates ont tendance à dépeindre les excentricités des tyrans et à les dénoncer. Parce qu'ils souhaitent, ce sont des nostalgiques jusqu'à la fin de l'Empire, ce sont des nostalgiques de la période républicaine. Oui, oui, Valérie. Est-ce qu'il y a une histoire de vengeance? Il y a sans doute une histoire de vengeance, une colère qui est refoulée et qui est remontée à la surface. Oui, sans aucun doute. Il y a aussi que les classes sénatoriales et équestres, donc les chevaliers et les sénateurs, une grande partie étaient ennemis du père, de Germanicus. Donc c'était une manière aussi de se venger dans le cadre de ces conflits familiaux. Oui. Les aristocrates, oui. À l'époque, on n'a pas vraiment de bourgeois, oui. Oui. Les aristocrates, oui. De toute façon, dans la mesure où le tyran est un peu un représentant du peuple, quelque part, évidemment, vous avez toujours cette guerre entre les élites et les tyrans. Il est en effet très intéressant de noter que ça se répète dans l'histoire. Vous avez une grande partie de l'aristocratie allemande qui était contre Hitler. Et d'ailleurs, il y a eu des tentatives d'assassinat auprès d'Hitler. Le colonel von Stauffenberg était un aristocrate de l'armée allemande qui a tenté d'assassiner Hitler. En effet, souvent le tyran, donc c'est toujours pareil, est porté au pouvoir par les foules, mais c'est par réaction à la classe aristocratique. C'est pour se défendre de l'aristocratie. Et ça se répète dans l'histoire, toujours. Toujours. D'autres questions? Oui, Andrés. Chut. Ah. Est-ce que les sœurs étaient d'accord pour l'inceste? C'est une question clé. Chut. Alors, il faut savoir que donc il a 3 sœurs. Drusilla, Agrippine la jeune, donc elle, ce sera la mère de Néron plus tard, hein, et Liwilla.
Drusilla, il en est tombé follement amoureux. Il semblerait qu'ils aient vécu un idylle, et il semblerait que Drusilla, elle partageait un peu la folie de Caligula. Il semblerait, on n'est pas sûr à 100%. Par contre, les deux autres, Liwilla et Agrippine, ont participé au premier complot contre Caligula. Et évidemment, alors elles ne se sont pas fait tuer, mais elles se sont fait exiler. Elles vont revenir à Rome seulement après la mort de Caligula. Donc elles n'étaient pas forcément... Agrippine, c'est un cas particulier, vous la connaissez, c'est une femme qui veut le pouvoir. C'est une femme qui rêve de pouvoir. Je vous rappelle qu'Agrippine, elle a fait assassiner Britannicus, le demi-frère de Néron, et elle a fait assassiner Claude, l'empereur qui précédait Néron, pour donner le pouvoir à son fils Néron. Donc, Agrippine est une femme qui veut accéder au pouvoir. Donc, dans ce sens, Agrippine était d'accord, entre guillemets, pour flatter Caligula et accéder et donner accès à ses faveurs. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui. Alors là, c'est la question de quand est-ce que devient-on un tyran? À partir de quel moment? À partir de quelle limite? Donc évidemment, c'est toujours un peu difficile à savoir. Est-ce que la tyrannie entraîne la haine du peuple? Au bout d'un moment, sans doute. Sans doute. Mais ça dépend des cas de figure, ça dépend des tyrannies. C'est un peu complexe. Hitler, c'est parce que le peuple était épuisé par la guerre qu'il a fini par céder aux Alliés aussi, hein, quelque part. Donc c'est toujours un peu difficile à dire. Mais je pense pour certains que vous avez étudié la Boétie, discours de la servitude volontaire. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça, que dans ce texte, on vous rappelle bien que le tyran ne peut exister que parce que le peuple le soutient. La Boétie dit « Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Le peuple, c'est le peuple qui s'asservit et se coupe lui-même la gorge en autorisant le tyran, en le permettant d'exister. Parce que s'il voulait vraiment se débarrasser du tyran, le peuple, il l'assassinerait, il se révolterait. C'est donc bien qu'il y a toujours des personnes qui ont des intérêts dans une tyrannie. Vous avez toujours des personnes qui ont intérêt à ce que le tyran soit là. Ça peut être des affranchis dans la Rome impériale, des esclaves qui, parce que le tyran est là, ont un rôle plus important dans le pouvoir, par exemple. Autre chose? Oui, Inigo? Oui. Alors il l'a fait. Claude a montré, donc Claude succède à Caligula, Claude est l'oncle de Caligula. Il succède à la Caligula parce qu'il a été désigné par l'armée comme étant le successeur. On ne lui a pas demandé son avis d'ailleurs. On nous raconte que lors de l'assassinat de Caligula, on a retrouvé l'empereur Claude caché derrière une tapisserie, en train de trembler, et un soldat a dit « c'est lui, c'est le nouvel empereur ». Claude a montré, c'était bien vu à l'époque, de montrer sa piété familiale, même si le membre de la famille était fou. Donc Caligula, Claude va honorer Caligula, va lui donner une sépulture. D'accord? Après, bien sûr, il lui fallait le soutien des aristocrates qui avaient assassiné Caligula, donc il ne pouvait pas trop dire à haute voix publiquement que Caligula était un bon empereur. D'accord? Petite anecdote, on a retrouvé dans le palais de Caligula un coffre plein de poison. Claude retrouve ce coffre. Que fait-il? Il le fait jeter à la mer. Et Suétone nous dit qu'il y avait tellement de poison dans ce coffre que le rivage, le flux a vomi quantité de poissons morts. C'est absolument génial. On vous donne l'impression que même après sa mort,
Caligula continue d'être malfaisant. Voilà, bon, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Merci.